D'abord, Monsieur Brun, secrétaire général de l'association Valentin Oui, qui va vous présenter tous les services que peut vous rendre l'association. Puis l'intervention du docteur Christophe Orceau, ophtalmologiste, qui exerce actuellement à l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie de l'hôpital Georges Pompidou et qui va vous donner le regard d'un ophtalmologiste sur la malvoyance. Puis le témoignage du parcours d'un malvoyant, Monsieur Pierre Siolfi, président du comité Paris-Île-de-France de l'AVH. Et enfin, on terminera par un aspect plus pratico-pratique avec l'intervention de Martine Routon, orthoptiste, et qui est aussi vice-présidente de l'AVH et qui va vous évoquer les différents matériels et les différents dispositifs qui peuvent plus particulièrement aider les malvoyants. Donc, dans un premier temps, on va laisser la parole à Monsieur Bruno Grellet. Merci, docteur Lebaille. Donc, Bruno Grellet, secrétaire général de Valentin AVI. Je vais être bref parce que vous n'êtes pas là pour écouter une litanie de services de l'association. Elle en a beaucoup. Je vais essayer de résumer. Notre association, dont certains d'entre vous connaissent l'action, j'imagine, existe depuis 135 ans. C'est une vieille dame déjà. Depuis toujours, son action est orientée vers l'autonomie des personnes. Agir pour l'autonomie, c'est notre motto. Notre action s'exerce dans trois grands métiers. En fait, notre métier plutôt s'exerce dans trois grandes manières. Une manière de proximité avec nos comités et nos implantations locales. Nous avons plus de 110 implantations locales actuellement et une soixantaine d'implantations en dur qu'on appelle des comités, dont le rôle est l'accueil, l'orientation des personnes. Le rôle est aussi d'offrir autant que possible des activités de formation et des activités de lien social, mais également dans leur commune ou leur département, de représenter les déficients visuels auprès des instances publiques, en particulier des maisons du handicap, ou plus simplement auprès des mairies ou des départements quand il s'agit de problèmes d'accessibilité. Ça, c'est notre première manière d'exercer notre métier au plus près des personnes, autant qu'on peut. On a une deuxième manière d'exercer notre métier au travers de nos compétences nationales. Parmi nos services nationaux, où nous avons une forte expertise, j'en citerai quatre. Le livre adapté, qui est un domaine qui est le nôtre depuis 135 ans, mais qui évidemment a beaucoup évolué technologiquement. Aujourd'hui, la médiathèque Valentin AVI, accessible sur Internet et accessible sur tout le territoire, dispose de plus de 20 000 ouvrages braille et de 60 000 ouvrages audio, et les collections se renforcent d'année en année. L'année dernière, nous avons racheté la Bibliothèque nationale francophone, BNFA, qui malheureusement, faute de financement, est tombée en liquidation judiciaire. Donc, ce premier métier national. Un deuxième métier national, c'est sur lequel nous avons aussi une forte compétence, c'est l'accessibilité d'une manière générale. L'accessibilité physique des lieux, des bâtis, des moyens de transport, l'accessibilité numérique, qui est un grand domaine, évidemment, très important, et pas des moindres, parce qu'il nous tient beaucoup à cœur, l'accessibilité culturelle, l'accessibilité des sites culturels, sur lesquels nous travaillons beaucoup au niveau national. Troisième grand pôle national, le service du matériel spécialisé. Nous savons tester du matériel et le mettre à disposition des personnes déficientes visuelles, à la fois dans notre magasin à Paris, mais aussi dans un grand nombre, de plus en plus grand nombre de boutiques locales, régionales, dans nos implantations. Et dernier domaine, et pas des moindres, parce que certainement un service très important, notre service social national, qui lui est là véritablement au plus près des personnes qui ont besoin d'un service très personnalisé, que ce soit pour des conseils sur leur dossier MDPH, pour toutes sortes de services que peuvent rendre des assistantes sociales, mais également des conseils juridiques quand c'est nécessaire. Donc voilà, la deuxième manière d'exercer notre métier, c'est cette manière nationale. Et la troisième manière, sont dans nos établissements médico-sociaux. Alors, autant nos deux premiers pôles sont en fait entièrement financés par la générosité du grand public. Et d'ailleurs, si vous êtes donateur à des associations, ben, je vous encourage
à mettre Valentin VIII sur votre liste à la fin de cette année, parce que nous avons besoin de fonds. Notre troisième métier, les établissements médico-sociaux, ça vous savez, je pense que ce que c'est, ça reste plutôt un public toujours déficient visuel, mais très fragile, qui ne peut pas aller suivre une scolarité en milieu ordinaire ou suivre une formation professionnelle en milieu ordinaire. Donc nous avons, ou tout simplement travailler en milieu ordinaire. Donc nous avons toute une série d'établissements, 18 actuellement, qui s'adressent à ces personnes. Voilà très rapidement le tour d'horizon des services de Valentin VIII. Bien sûr, je répondrai à vos questions en fin de session si nécessaire. Merci Bruno. Nous allons maintenant laisser la parole donc au docteur Orso, qui a la gageure d'essayer de vous expliquer ce qu'est la malvoyance au point de vue, on va dire, ophtalmologique et quelles sont, de façon un petit peu triviale, quelles sont les différentes façons de mal voir auxquelles vous pouvez être confronté. À toi, Christophe. Bonsoir à tous les participants. Alors, la malvoyance, en effet, est encore appelée basse vision et c'est un concept qu'il est difficile d'appréhender. On a des barèmes faits par les MDPH pour avoir des normes de ce qu'est la malvoyance et on va considérer comme malvoyante une personne qui a une acuité qui, après une correction standard, est entre 4 dixièmes et un vingtième, ou il y a un champ visuel qui est réduit, compris entre 10 et 20 degrés, et qui ne peut pas être amélioré par des moyens conventionnels. Mais cette définition qu'utilisent les MDPH ne rend pas compte des difficultés dans la vie quotidienne et finalement ce sont des normes qui mériteraient d'être adaptées parce qu'il y a différentes façons d'être malvoyant, différentes façons de mal voir. Et c'est cette définition de la MDPH est un peu trop limitative par moment pour certaines de ces formes de malvoyance. En effet, on peut avoir, et on reviendra sur chacune de ces façons de mal voir, des troubles de la vision centrale, que ça soit de loin ou de près, qui fait qu'on a des problèmes dans la vision de précision, dans la lecture. On peut avoir des troubles de la vision périphérique. On ne voit plus qu'au centre et il devient difficile de se déplacer. On ne voit pas arriver les obstacles ou les éléments qui sont sur le côté. Il y a des déficits mixtes et une vision simplement floue. Je dis simplement, mais elle est floue sur l'ensemble du champ de vision. On peut avoir des troubles de la vision binoculaire et le cerveau n'arrive pas à rétablir sur une seule image ce qui vient de chaque œil. On peut avoir des troubles du sens chromatique. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de façons de mal voir, et si on prend chacun les uns après les autres, on va s'apercevoir que cette gêne va varier en fonction du degré de l'atteinte, en fonction du vécu et de l'âge de la personne, de son état général, des Jusqu'à 20h30. activités qu'elle a à faire, des conditions extérieures ou environnementales, de la position de la tête. On peut ne pas bien voir en regardant droit devant soi et avoir une amélioration de la vision quand on regarde de façon un petit peu décalée, en regardant sur le bord de la tâche centrale qui correspond à la capacité réelle du patient. Mais les MDPH, elles, considèrent, et on doit considérer, ce qui est en position primaire. Donc, les les malvoyances liées à une atteinte centrale sont en fait des cas où l'on va avoir une tâche au centre de sa vision, tâche qui vient masquer ce que l'on fixe, tant de loin que de près, et on est incapable de lire ou de se relire. On a du mal à déchiffrer des signalisations, on a du mal à guider ces gestes fins avec les yeux, puisqu'on ne voit pas
ce qu'est en train de faire sa main. On a du mal à reconnaître les visages, on a du mal à apprécier le relief. Et voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, en fait, sur cette scène visuelle, eh bien, on ne va pas apercevoir le haut de la personne qui est accroupie, on ne voit pas son visage, on ne voit pas très bien ce qui se passe au centre. Et si on décale ses yeux, eh bien, on pourra, par exemple, si on regarde la personne qui est assise, on ne la verra plus. Elle apparaîtra, elle ne sera plus visible ou elle sera totalement floue. On peut, en regardant sur le bord de cette tâche, améliorer un petit peu l'acuité visuelle. Euh, et dans ces cas de troubles de la vision centrale, bien entendu, la déambulation, marcher est tout à fait possible, puisqu'on voit les obstacles, on voit les bords des trottoirs, on voit les marches, donc on peut se déplacer sans aucun problème. Totalement différent est le trouble de la vision périphérique, où on va avoir un champ de vision tubulaire, on ne voit qu'au centre de son champ de vision, ce qui fait qu'on a une vision qui est réduite à un trou central plus ou moins grand. Il y a une difficulté à percevoir les mouvements, à s'orienter dans l'espace. On ne voit pas ce qui est en périphérie, donc on a du mal à savoir, à repérer l'endroit où on se trouve. On va être obligé de balayer pour voir ce qu'il en est, ce qui complique les choses. Et comme ces atteintes du champ visuel périphérique font perdre les cellules photoréceptrices qu'on appelle les bâtonnets et qui permettent de voir la nuit, on a une très mauvaise vision nocturne. La déambulation est difficile parce que, comme vous le voyez ici, eh bien, on ne va pas voir les obstacles quand on marche. On est obligé de baisser la tête en permanence si on veut voir les obstacles. On a beaucoup de mal à se repérer, mais on va pouvoir lire, on va pouvoir reconnaître les visages. Voilà une autre appréhension de ce que l'on voit. Et vous voyez que ici, si l'on veut détecter où l'on se trouve, c'est extrêmement difficile puisqu'on ne voit qu'une partie de la scène visuelle. On a une grande difficulté à apprécier le paysage, à apprécier la totalité de l'endroit où l'on va être, qui complique l'orientation spatiale. On peut avoir également dans cette atteinte de la vision périphérique, donc des difficultés également pour la lecture, parce que le retour à la ligne va être difficile. Pour revenir à la ligne, il faut regarder un petit peu sur le côté, sans suivre la ligne, et là, on peut perdre cette capacité de repérer la ligne suivante, qui fait que la lecture peut également être difficile, même si l'on voit au centre. Et il faut un éclairage adapté, il faut en permanence balayer, explorer l'espace, ce qui est extrêmement fatigant. Et donc, il y a une certaine fatigue plus importante qui apparaît parce que regarder quelque chose va demander beaucoup d'efforts de mouvement oculaire et beaucoup d'efforts pour reconstituer les différents éléments superposés l'un à côté de l'autre que l'on va avoir. Les atteintes partielles du champ visuel peuvent être localisées sur un œil, elles peuvent toucher un émichant, elles peuvent toucher un bout du champ visuel. Quand elles touchent un émichant, eh bien, il y a une gêne du côté de la zone de non-perception, et cette gêne varie selon le côté atteint, ce qui n'est pas pris en compte par la MDPH, puisque par exemple, quand on va se déplacer, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile ça peut être plus difficile de ne pas voir ce qui arrive d'un côté. Si on a un déficit sur la gauche, on est gêné pour revenir à la ligne, puisqu'il faut regarder vers la gauche pour revenir à la ligne. Donc, on a des variations qui existent en fonction du côté atteint. Et puis, il existe un risque de méconnaître ce qui se passe dans l'émichant qui ne voit pas, avec un risque pour la conduite. Voilà ici, toujours sur cette même scène visuelle,
ce qui se passe quand vous avez une hémianopsie, une perte d'un hémichant de vision. Là, vous avez une tâche partielle qui va retirer la vision d'une partie de la scène visuelle. Et on peut avoir des phénomènes de complétion dans son champ de vision et qui peuvent être dangereuses parce que le cerveau, pour ne pas voir du noir comme cela, une zone où il ne voit pas, peut essayer de reconstituer à partir du reste de la scène visuelle et donner finalement une fausse image sur ces zones de malvoyance. Et puis il y a d'autres façons de mal voir et des phénomènes, des paramètres qu'il faut prendre en compte. La lumière peut être cause de photophobie. On va être gêné par trop de lumière. On a une sensibilité à l'éblouissement. C'est ce qui arrive dans certaines atteintes maculaires et l'acuité baisse quand il y a trop de lumière. À l'inverse, dans d'autres troubles de la rétine, on va avoir besoin d'une lumière plus intense et l'acuité baisse quand il n'y a pas assez de lumière. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des gens qui sont gênés par trop de lumière et d'autres qui sont gênés par pas assez de lumière. Il est impossible de considérer une compensation unique ou des aides uniques pour l'ensemble des personnes. Les aides doivent toujours être personnalisées en fonction des déficits des personnes, en fonction de leurs besoins. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de systèmes qui existent, mais tous les systèmes ne sont pas destinés à toutes les personnes qui ont des troubles de la vision, qui ont une malvoyance. Il faut les essayer, il faut voir si ça correspond à son gêne visuelle, mais également aux besoins que l'on a de l'appareil en fonction de son état général, en fonction de ce que l'on souhaite faire et ce que l'on souhaite voir de loin, de près, et ou dans telle ou telle autre activité. Voilà ce que va donner une photophobie. Trop de lumière, eh bien on est ébloui et finalement on ne voit plus. La complétion, j'en parlais, donc c'est le fait que le cerveau va remplir le scotome, un scotome subjectif ou objectif, et cela peut induire des erreurs. Ça peut induire aussi des retards diagnostiques, puisque on n'a pas conscience qu'il y a une zone dans laquelle on ne voit pas. On a des problèmes, il peut également exister des problèmes de diplopie, de vision double, et l'acuité visuelle est meilleure quand on ferme un œil que quand les deux yeux sont ouverts. Et puis, il y a des phénomènes de déformation des images, ce qu'on appelle des métamorphopsies, où les lignes vont être gondolées, qui va gêner, voire ou empêcher la lecture. Et vous voyez ici un phénomène de plus ou moins de complétion. Vous voyez que on ne voit pas les voitures qui sont garées ici, on voit à peine le bus qui est là. Donc conduire devient extrêmement gênant et on peut ne pas voir, par exemple, un enfant qui traverserait à côté du bus parce que le cerveau, ne le voyant pas, remplit l'image par de la route simple et on ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser. Donc, il faut donc euh, apprécier les possibilités visuelles résiduelles quand on est confronté à une malvoyance et surtout mettre en place des stratégies adaptées à chaque personne qui permettent de comprendre le retentissement sur la vie courante et qui permettent de compenser ce retentissement. Euh, il faut prendre en compte ce qui est possible. Il faut également admettre qu'il y a des limites qui sont induites par la malvoyance, mais que on peut les repousser, mais qu'il va néanmoins quand même toujours exister certaines limites. Et le gros problème actuellement, c'est que l'AMDPH ne reconnaît pas toujours qu'il y a une malvoyance, qu'il y a un handicap visuel quand on n'est pas dans les normes qu'il a définies. Il faut se faire aider pour trouver les solutions et les rééducations adaptées. Il ne faut surtout pas euh, prendre un système parce qu'on connaît quelqu'un
qui l'apprécie et qui trouve qu'il lui va bien, parce que cette aide technique, ce système peut ne pas être conforme à ses besoins, à ses attentes. Vous pouvez avoir des systèmes qui vont être main libre, qui vous laissent les mains libres, qui vous permettent, par exemple, de tricoter, de faire de la couture. Vous avez besoin de vos 2 mains. Il y a des systèmes où on va devoir tenir l'aide avec une main, ce qui n'est pas gênant, par exemple, pour un temps relativement court, regarder une plaque dans la rue pour savoir où l'on est, pour s'orienter. Donc, il faut tenir compte de ce que l'on veut faire pour trouver l'aide qui va être la plus adaptée à ses besoins, à ses exigences visuelles. Voilà en gros ce que je voulais dire sur cette malvoyance, en sachant qu'on a maintenant énormément d'aides qui existent. Les aides ne paraissent pas adaptées, tout simplement parce qu'on n'a pas été suffisamment aidé pour trouver l'aide dont on a besoin, ou que l'on n'a pas su déterminer ce pourquoi on avait besoin d'une aide, ce qui est également extrêmement important et qui n'est pas si simple. Je vous remercie. Merci Christophe. On a bien compris, comprendre sa propre malvoyance, essayer éventuellement de se la faire expliciter par des professionnels de façon à trouver aussi par sa propre démarche les éventuelles solutions de compensation du handicap que l'on peut mettre en place. Et c'est là-dessus que le témoignage de M. Pierre Cioffi va être particulièrement intéressant et donc je lui laisse la parole. Merci Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis déficient visuel depuis 21 ans maintenant. Ça m'est arrivé brutalement à l'âge de 44 ans. Et donc très rapidement, j'ai dû mettre en place des stratégies de contournement pour continuer dans un premier temps à travailler. En tant que chef d'entreprise, c'était compliqué du jour au lendemain de s'arrêter, donc il fallait continuer. Et puis la vie quotidienne. Alors je vais vous faire quelques révélations, si je puis me permettre, juste de petit détail qui finalement m'a permis de continuer à avoir une vie sociale quasiment normale. Tout d'abord, je voudrais quand même préciser que il ne faut pas perdre de vue que tout ce qu'on met en place, les stratégies de contournement, ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un parcours psychologique important. C'est-à-dire que vous connaissez tous le problème, hein, d'abord le déni, ensuite la colère et ensuite l'acceptation. On ne peut mettre en place enfin à mon avis, hein, je ne détiens pas forcément la vérité, mais on ne peut mettre en place des stratégies de contournement que lorsqu'on est dans cette phase d'acceptation. Je vais vous donner 3 exemples très simples qui vont certainement vous faire peut-être sourire, mais depuis, j'ai dû changer de pâte dentifrice. Ça va vous faire sourire, mais c'est comme ça. Parce que trouver un bouchon d'un tube de dentifrice blanc sur un lavabo de salle de bain blanc, c'est très compliqué. Ça l'était pour moi très compliqué. Donc mon épouse a trouvé un tube de pâte dentifrice avec le bouchon qui reste accroché au tube de dentifrice. Et alors j'ai poussé un petit peu et je lui ai dit, tu peux pas me trouver un dentifrice de couleur parce que ça me permettra de voir combien j'en mets sur ma brosse à dents. Et donc on est revenu à des dentifrices. Voilà, c'est du détail, mais c'est comme ça. De même que chez nous, chez Nathalie et moi, on n'a plus de verre à pied. Parce que c'est compliqué d'avoir des verres à pied. J'en cassais autant qu'on voulait bien en mettre sur la table. Donc on a décidé de ne plus mettre de verres à pied sur les tables, même quand on reçoit des gens. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir de très belles tables aussi avec des verres qui ne sont pas des verres à pied. Et puis le service en porcelaine de mamie, bah, on l'utilise plus trop parce qu'il y avait des fleurs sur les assiettes, etc. Et on les repérait pas. Enfin, en tout cas, je ne les repérais pas sur une nappe, qu'elle soit bariolée ou unie. Voilà, ça c'est quelques petits détails de la vie quotidienne. Et puis dans l'environnement de la maison, ce que je conseille moi et ce que j'ai fait, c'est que dans la mesure où c'est possible, de supprimer les portes. Alors pas complètement, mais de remplacer les portes battantes par des portes coulissantes. On a tous eu cette mauvaise expérience, enfin en tout cas les malvoyants et les non-voyants, de prendre une porte intérieure sur le champ, et là ça fait très très mal. Si elle est à plat et qu'elle est coulissante, on la prend quand même, mais ça fait beaucoup moins mal. Voilà, ce sont des petites choses. Par exemple, sur la voie publique. Sur la voie publique, alors moi je suis dans le cas, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, d'une vision périphérique.
C'est-à-dire que je n'ai pas de vision centrale du tout à l'œil gauche et un tout petit peu à l'œil droit. Une des difficultés dans l'espace urbain, évidemment, vous connaissez tous la dictature du granit gris sur la voie publique, qui pour nous pose énormément de problèmes, et surtout notamment lorsque on aborde un passage piéton. Alors, il y a certains quartiers de Paris ou d'autres grandes villes où il y a énormément de gens à 6 heures du soir qui traversent un passage piéton. Eh bien, quand on est malvoyant et qu'on n'a pas de vision centrale, en fait, on ne voit pas les personnes qui viennent en face. Quand on a un flux important de personnes qui viennent en face, on ne les voit pas. Et donc, on se dit, bah, je vais me décaler sur la droite. Oui, sauf que sur la droite, je n'avais pas vu non plus. Et sur la droite, il y a déjà quelqu'un qui vient. Donc, une petite stratégie toute simple, c'est que moi, maintenant, je traverse toujours en limite du zébra. Ce qui fait que statistiquement, hein, c'est pas toujours évident, mais statistiquement, il y a moins de personnes et donc j'ai moins de risques. Et puis, pour la réadaptation, le docteur Orso tout à l'heure parlait de utiliser au maximum la limite qui est au bord de la tâche. Moi, quand j'ai fait ma réadaptation visuelle à l'Institut national des invalides, le professeur Corbet m'a dit, est-ce que vous êtes joueur de foot? Je lui ai dit, bah non, je suis désolé, le foot, c'est pas mon truc. Il me dit, c'est pas grave, vous allez quand même regarder les matchs de foot à la télé. Bon, oui, chef. Et donc, un match de foot, c'est trop long. Donc, je regarde des résumés. Et pourquoi je regarde ces résumés de matchs de foot? Parce que ça fait travailler le petit reste visuel qui est en limite de la tâche et qui me permet, en suivant le ballon, de faire un exercice naturel et ainsi de pouvoir améliorer, si tant est que ça puisse se faire, ce fameux reste visuel qu'il faut utiliser au maximum. Et donc, toutes ces stratégies mises en place, bien évidemment, il faut qu'on soit aidé. On soit aidé avec les instituts de réadaptation visuelle, du type Institut de réadaptation visuelle Saint-Louis, qui est actuellement en développement à l'hôpital des 15 ans, en partenariat avec l'AVH, mais aussi avec des outils que nous propose l'association Valentin Huy. Premier contact avec l'association, pour moi, c'était en 2004. Je travaillais dans le BTP et je me suis dit, ben, je ne peux plus lire un mètre, donc je vais aller à la VH, je vais acheter un mètre parlant. Donc, matériel spécialisé, un mètre parlant. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, je dois l'avouer, mais j'ai quand même tenté. Et puis ensuite, toute la reconnaissance MDPH, etc. Et c'est là où le pôle social dont on parlait tout à l'heure intervient de façon très professionnelle et quand même facilite la vie. Enfin, en tout cas, en 2004, m'a beaucoup facilité la vie. Aujourd'hui, les MDPH, notamment à Paris, mettent en place un maillage au niveau des arrondissements, donc c'est un petit peu plus facile. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, le dépôt se fait en ligne et à ce moment-là, surgit la difficulté numérique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour un déficient visuel, la fracture numérique est encore plus importante que la fracture numérique pour des gens valides d'un certain âge, comme on peut en parler souvent. Donc, la boutique, matériel spécialisé, le pôle social, et puis bien évidemment, la médiathèque. On est très attaché à Gutenberg en France, mais à un moment donné, on ne peut plus. Si vous voulez avoir un lien social et parler avec votre voisin du dernier prix Renaudot, eh ben, pour nous, il n'y a pas 50 solutions. Il y a le braille ou l'audio. 44 ans à prendre le braille, je n'ai pas réussi. Et donc, on prend une autre stratégie et là, on se met au livre audio. J'ai eu l'occasion en 2007 d'avoir affaire à l'imprimerie de l'AVH parce que j'avais besoin d'étiquettes en braille, alors non pas pour moi, mais pour une autre association, pour identifier des livres audio que l'on commercialisait. Donc, vous voyez, la boutique, l'imprimerie, le pôle social et la médiathèque. Là, je pense qu'on a un bel éventail de services qui peuvent aider les déficients visuels. Et puis, je voudrais juste apporter une précision quant à la sensibilisation. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent aujourd'hui. La sensibilisation, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que quand, en tant qu'association, on parlait tout à l'heure aussi de défendre les déficients visuels près de nos interlocuteurs publics, notamment dans les communes, dans les CDCA, etc., et dans les maisons du handicap. Parfois, on nous regarde avec des yeux ronds en disant, bah ouais, le handicap visuel, bon, moi, j'ai pas la canne, j'ai pas le chien, j'ai pas l'uniforme, donc ils nous suivent pas forcément. Et là, on s'aperçoit qu'il faut sensibiliser. Avant de parler d'accessibilité, il faut sensibiliser pour expliquer ce pourquoi on fait cette démarche et vraiment expliciter ce dont on a besoin. Et c'est ça qui est le plus important dans l'adaptation de l'espace urbain et l'adaptation du cadre bâti. Donc l'accessibilité des ERP, de la voie publique et des transports publics, c'est ça qui est aujourd'hui notre combat. Et c'est ça qui permettra à l'ensemble des déficients visuels de s'adapter. Parce que l'environnement, lui, ne s'adaptera pas.
même si on fait des vœux pieux, etc., on nous promet monts et merveilles. Mais je suis désolé, on n'emmènera jamais un fauteuil roulant en haut des tours de Notre-Dame. Et moi, je ne conduirai jamais, même avec une Tesla autonome. Donc, il ne faut pas rêver. Donc, il faut qu'on puisse, nous, à chaque fois, être accompagnés et déterminer des stratégies. C'est ça qui est important. C'est ça aujourd'hui qu'il faut que tout le monde comprenne dans notre entourage, à la fois familial, parce que c'est pas évident non plus d'avoir un conjoint, une conjointe, des enfants. Moi, ma petite fille avait 4 ans quand ça m'est arrivé. Elle s'étonnait toujours que c'était toujours maman qui conduisait, par exemple. Bah ouais, papa, à un moment donné, il peut plus conduire. Donc, il faut expliquer aussi les choses. Faut pas avoir peur. Pas de sujet tabou, quand même, de la même façon qu'il n'y a pas de mot tabou dans la mirosphère. Hein. Voilà, faut pas nous considérer comme des gens plus fragiles que les autres. C'est pas vrai. Par contre, il y a autant d'idiots dans les malvoyants que dans les gens valides. Hein. Soyez-en sûrs. Voilà, je sais pas. Est-ce que ça vous convient? Ça nous convient très bien. Merci Pierre pour Je vous ce en prie. témoignage qui sent vraiment le vécu. Oui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à réaliser la réalité de ce véritable handicap invisible qu'est la malvoyance. Non seulement quand vous baladez dans la rue, hein, autant un aveugle avec son chien, etc., ça va susciter la compassion, l'aide, etc. Un malvoyant va vous engueuler parce que vous bousculez tout le monde. Hein. Mais non seulement dans la rue, mais aussi parfois effectivement auprès des aidants proches, auprès de la famille qui ne réalisent pas cette gêne permanente que l'on a dans le vécu. Alors, s'adapter, comprendre ce qui arrive, mettre en place des solutions techniques. Avant qu'on attaque les questions, hein, je vais passer la parole à Martine Routon, bien connue dans notre, comme vous dites, dans notre mirosphère, et qui va nous traiter toutes les possibilités d'adaptation technique et de compensation du handicap que l'on peut trouver, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Oui, merci de passer la parole. Donc, moi, je suis chargée ce soir, en un quart d'heure, de vous présenter des solutions d'autonomie. C'est une véritable gageure, hein. Mais je pense que nous savons tous qu'être confrontés à une baisse de vision inéluctable et voire évolutive, c'est un véritable traumatisme, d'autant plus important qu'on ne connaît pas les solutions de compensation. Hein. Elles sont peu connues des professionnels de santé et surtout du grand public. Mais mon expérience personnelle, parce que j'ai eu la malchance moi aussi d'être confrontée à une malvoyance, mais j'ai bénéficié d'un traitement par injection qui m'a bien améliorée et je suis en situation de malvoyance légère. Et celle de mes patients, puisque j'étais orthoptiste basse vision et dans les premières en France, m'ont montré combien il était confortable d'être bien accompagné et d'être bien informé. Aussi, je vais vous proposer un petit tour, une petite rétrospective des solutions d'autonomie, mais hélas, ça va être un petit peu rapide. Hein. S'il est couramment admis que tous les autres sens sont précieux pour les non-voyants, ils le sont également pour la personne malvoyante, mais de façon plus irrégulière, je dirais, plus dosée selon le degré de l'atteinte. Mais par contre, cette notion de vision résiduelle, de reste visuel à utiliser, c'est vraiment là l'intéressant pour nous parce qu'un appui visuel, même mineur, ça donne des renseignements précieux. Mais ce résidu visuel, cette vision résiduelle est souvent inhibée et peu sollicitée parce que le sentiment de la perte, il prend le dessus. C'est une malvoyance, la malvoyance pour la majorité est acquise. Et là, on est dans le traumatisme de l'annonce et c'est très difficile à surmonter. Moi, pour vous dire, parmi les patients que j'ai accompagnés, j'en ai vu beaucoup abandonner la lecture, laisser de côté, de peur de s'user les yeux prématurément. Donc, je vais vous rassurer, ce n'est pas utiliser les yeux qui est fatigant et qui va faire évoluer la maladie. Hein. C'est vraiment, il ne faut pas renoncer à s'en servir. Il faut doser bien l'usage, mais un usage normal de la fonction visuelle, ça ne va pas aggraver. Hein. Hélas, la maladie, elle évolue malgré nous et malgré tout. Hein. Mais là, il faut se dire aussi qu'il ne faut pas abandonner ses lunettes. Parce que là, on va ajouter du flou au flou si on était myope, si on était hypermétrope et si on était presbyte. Hein. Donc, il ne faut pas mettre les lunettes de côté. Hein. Passer de 1/20 sans lunettes à 3/10 avec lunettes, on est malvoyant, certes, mais ce n'est pas la même fonction visuelle à disposition.
Et puis, il ne faut pas forcément abandonner ces verbes progressifs. On entend beaucoup de spécialistes le dire, mais les verbes progressifs, ça ne sert pas qu'à lire. Hein. Moi, ils me sont indispensables et encore plus qu'avant pour éplucher mes légumes, parce que ma perte de vision de contraste est très, très majorée par le non-port de ma correction. Hein. Donc ça, c'est pas que pour moi, c'est pour beaucoup. Donc il est impératif de les garder si on est bien avec et si on en a l'habitude. Mais par contre, on pourra utiliser une verre avec un simple foyer pour des activités, notamment si on est sur téléagrandisseur ou si on est sur loupe électronique, on sera bien mieux comme ça. Hein. Donc, ne pas oublier de s'éclairer puisqu'on a une perte de vision des contrastes. Il faut aussi profiter des couleurs, hein, parce que c'est quand même ce qui nous aide, mais malgré la perte, elles seront toujours là en premier indice. Et puis, il faut bien s'organiser, se protéger de l'éblouissement pour valoriser cette vision qui nous est bien utile. Mais malheureusement, cette vision, elle fluctue beaucoup. Elle est souvent, parfois et toujours très incohérente. Donc, pour vous aider à mieux comprendre et à mieux utiliser votre potentiel, on a des professionnels de la réadaptation et je vais essayer de vous les présenter très sobrement avec chacun leur rôle. Les orthoptistes, ce sont des auxiliaires médicaux. Ils pratiquent des actes de rééducation basse vision, mais ne font pas que ça. On voit beaucoup d'orthoptistes maintenant se diriger vers l'assistant de l'ophtalmologiste et j'ai un petit peu peur que cette spécialité de rééducation de basse vision nous lâche un peu. Mais cette prise en charge, elle va être adaptée à chaque situation de déficit. Hein. On ne prendra pas les mêmes protocoles pour une perte de vision centrale que pour une perte de vision périphérique. Et la finalité, ça ne va pas être de guérir, hein, désolé de vous le dire, c'est pas comme chez le kiné qui va vous redonner l'usage du bras, c'est de pouvoir utiliser au maximum son potentiel visuel, de mettre en place les stratégies qui sont indispensables pour mieux utiliser ce potentiel. Et puis, on va aider la personne à trouver les aides optiques et à se les approprier. Il y a les rééducateurs en activité de la vue journalière, eux, ils vont nous aider à trouver, à reconquérir une autonomie dans la vie quotidienne, tout comme les instructeurs en locomotion vont nous aider à nous déplacer en sécurité. Et c'est important, même si on a une dégénérescence maculaire liée à l'âge importante, de connaître les techniques de Kahn telles qu'elles sont proposées par ces Excuse-moi Martine, mais tu ne fais pas défiler tes diapos. Pardon. Tu es resté sur les slides précédentes. Voilà, Voilà. merci. Oui, quand je parle, j'oublie. Il y a donc ces instructeurs en locomotion et depuis 2 ans, il y a un nouveau diplôme d'instructeur en autonomie qui en fait va reprendre les activités des instructeurs en locomotion et des AVGistes. Il y a des psychologues aussi spécialisés en basse vision qui vont aider à se reconstruire. Hein. Pierre vous disait tout à l'heure qu'on a besoin aussi parfois d'être aidé. Puis nous avons des opticiens aussi spécialisés en basse vision qui, eux, vont déterminer avec vous le meilleur système optique qui soit approprié à votre situation. Ils vont peut-être vous aider, vous proposer des verres filtrants, vous savez, les verres un petit peu jaune-orangé. Mais tous ces professionnels, on va les trouver soit en libéral, soit dans des structures, ce sont selon le degré de l'atteinte. Hein. Donc, pour faire simple, les déficiences visuelles légères et modérées sont majoritairement assurées par les libéraux. Et pour ce qui est des cas plus sévères, cécité pratique ou avec des déviations, des handicaps associés, pathologies neurologiques, psychiatriques, surdité profonde, on va se tourner vers des structures. Et là, vous avez 2 grands types de structures, ce qu'on appelait les SSR qui sont devenus SMR, services médicaux de réadaptation, donc qui vont regrouper au sein de leur lieu d'exercice tous les professionnels que je vous ai cités. Donc on va avoir une prise en charge globale sur une unité de lieu. Et vous avez les structures médico-sociales, les SAMSA et les SAVS, qui
eux, vont s'adresser, on va retrouver les mêmes personnels, mais qui vont intervenir sur le lieu de vie de la personne. Le hic des SAVS et des SAMSA, c'est qu'ils nécessitent une notification de la MDPH. Et là, on est bien embêté pour les plus de 60 ans, puisqu'on n'a plus droit aux prestations de compensation après 60 ans. Donc, les SSR, malheureusement, nous n'en avons que 11 en France. Et les SAMSA, nous en avons 43. Donc, on est loin d'être bien servis. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, vous avez là, on ne peut pas s'empêcher de vous parler de cet institut de réadaptation visuelle qui vient de se créer à Paris. On a peut-être beaucoup de Parisiens, mais il est ouvert aussi à la province. C'est un petit peu moins pratique pour y aller. Et qui rassemble différentes activités, mais dans un même lieu, dans une unité de lieu. Et c'est vraiment la première fois en France qu'on trouve un service médical de rééducation avec une capacité de 15 places en hospitalisation, un service d'accompagnement médico-social pour personnes handicapées. Donc, le service médical est géré par le 15-20 et le SAMSA est géré par l'association Valentin Oui, une antenne d'accueil et des activités associatives et un pôle d'accueil et d'information. Mais parler d'autonomie, ça ne peut pas se faire sans évoquer le matériel adapté. Que ce soit l'apport de certains matériels standards, et là, il faut ne pas négliger leur service, hein, les enceintes intelligentes vocales, hein, et le Google, les livres audio, les livres en caractère agrandi. Vous avez des applications sur des téléphones standards qui vous sont accessibles et vous avez du matériel spécialisé. Vous en apercevez pour ceux qui peuvent les voir sur votre écran. C'est ce que nous trouvons dans notre boutique et dans nos comités parce que bon nombre ont du matériel en démonstration. Et du coup, ce matériel, vous pourrez, dans les sites de l'association, les voir, les toucher, les choisir, vous les approprier, prendre le temps de... Et puis, vous aurez 15 jours, si vraiment ça ne vous convient pas, à passer quand c'est à la maison. Et vous pourrez voir tout ça sur notre site boutique AVH et pratiquement, il y a 500 modèles à votre disposition. Cette collection, elle va évoluer hein, régulièrement. Et on s'en enrichit, on s'en sépare de certains, et ils sont testés toujours par une équipe au préalable et par des bénévoles non-voyants, malvoyants. Donc vous y trouverez de tout, du matériel pour la cuisine avec le four micro-ondes parlant, la balance parlante, le détecteur de couleurs, du matériel médical avec les thermomètres parlants, le glycomètre parlant, de l'horlogerie, des montres à gros caractères, des montres en braille, des montres parlantes, du matériel pour les loisirs, et notamment, ce qui se vend pratiquement le plus chez nous, c'est le Scrabble géant. Il est géant et il est aussi en braille. Donc, on peut jouer ensemble avec des personnes aussi non-voyantes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est tous les systèmes optiques et grossissants et les systèmes vocalisés. Donc, on a des machines à lire, on a des crayons qui lisent. Vraiment, on a une foule de choses. On a des lecteurs de livres lus, de CD de livres lus. Donc là, on va trouver vraiment tout ce qu'il nous faut. Les aides au déplacement ont aussi une grande place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cannes de signalisation et des cannes de détection. Il y a la canne blanche, mais on a aussi la canne jaune, parce que la canne blanche, si elle n'est pas toujours légitime. Bon, certains disent que les gens sont dans le déni, donc ils ne veulent pas. Moi, j'ai plutôt entendu des gens me dire que ils se sentaient pas légitimes parce que la canne blanche est associée à la cécité. Il existe des cannes électroniques, ce sont des petits systèmes qu'on ajoute sur la canne qui vont vibrer, qui vont donner des renseignements sur des obstacles. Il y a des systèmes de balises, de télécommande pour balises. Maintenant, nos bus, hein, nous à Nantes, puisque je suis à Nantes, sont équipés. On actionne la balise, ça nous donne le numéro du bus, de certains du moins, et ça nous donne la direction dans laquelle ils vont aller et le prochain arrêt.
Et puis, il y a aussi maintenant des GPS vocaux, des applications sur téléphone, et là, du matériel aussi, avec, par exemple, les bracelets vibrants. Donc, on est quand même bien écouté. Maintenant, Martine, il te reste 1 minute. oui, les smartphones, Oups, pourquoi ça? Les smartphones nous donnent beaucoup de possibilités, qu'ils soient standards avec des applications intégrées ou adaptées avec la synthèse vocale, hein. Donc, on a des applications qui sont très réputées et notamment beaucoup de personnes se servent de Be My Eyes, qui est vraiment une très belle réalisation parce que c'est composé d'une communauté de voyants et non-voyants qui se rendent service. Et puis, nos ordinateurs aussi, ils ont des possibilités qu'il ne faut pas oublier, certains avec des voix de synthèse, donc vont nous permettre de grossir. Et là, il faut quand même bien régler son éclairage, choisir sa calligraphie. Certains ont des loupes et des zooms et d'autres des systèmes de grossissement. Et puis, ils peuvent être vocalisés grâce à des lecteurs d'écran, hein, NVDA qui est une application gratuite, JAWS qui est payante, et pour Internet, on va chercher le localisateur qui est gratuit, ou VoxyWeb ou VocalPress qui sont sur abonnement. Donc, pour ce qui est, je ne peux pas négliger les livres lus, hein. Nous, on a une médiathèque et une gratuité pour toute personne empêchée de lire. Les œuvres en relief vont quand même nous aider à mieux comprendre ce que l'on ne voit pas. L'audiodescription des films vient compléter ce que l'on ne voit pas non aussi, hein, parce que c'est un texte qui vient accompagner. Il y a des visites adaptées dans les musées. L'accessibilité physique et numérique peut aussi être défendu. Là, nous, au niveau de l'AVH, Pierre vous l'a dit, on parle partout de cela. Mais bon, ce qui nous aide beaucoup, c'est de vous informer sur toutes ces solutions, de vous ouvrir des horizons. C'était un peu rapide ce soir, mais la vie peut continuer, mais ne nous leurrons pas. Il faut quand même beaucoup d'efforts, il faut toujours ajuster, toujours réfléchir, s'intégrer, et puis il faut surtout renoncer à ces automatismes. Donc voilà, j'ai fait un petit tour rapide, mais j'espère que ça a pu vous ouvrir des horizons, et notamment à ceux qui accompagnent et à ceux qui sont concernés par ces difficultés. Merci. Hop. Passe au sujet et aux personnes malvoyantes et aux aidants qui les entourent. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, oui, sur le chat. Il y en a une sur le prix du matériel spécialisé. Le matériel spécialisé, pourquoi il est si cher? Alors là, je vais laisser les gens Alors, de l'AVH. pour ce qui est du matériel spécialisé de la vie quotidienne, je dirais il entre dans des prix assez voisins de ce que nous pouvons acheter quand on n'a pas de soucis, hein. Une montre parlante, vous en avez entre 40 euros et 70 euros. Le porte-clés parlant, il est à 13,90 €. La balance, il y en a une à quarantaine d'euros et l'autre plus près de 100, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes vocations, hein. Donc, ce matériel-là, je dirais qu'il est dans des prix corrects. Maintenant, c'est dès qu'on passe au système grossissant électronique, où on est dans des tarifs et les aides aussi, les machines à lire. Et pourquoi? Ben, je pense qu'on a une distribution qui est limitée, un nombre de personnes qui les achètent qui est limité, et c'est la loi du marché, hein. Et là, c'est le véritable problème. Maintenant, on peut s'aider d'applications qui vont simplifier la vie. Ça va dépendre des besoins de chacun, hein. Mais il faut compter, le premier prix des téléagrandisseurs, c'est dans les 1500 euros pour avoir quelque chose de correct. Et c'est vrai que pour certains, c'est lourd en budget. Maintenant, un téléagrandisseur parlant, ce sera plutôt dans les 4000 euros.
Mais il faut voir aussi l'âge auquel on est touché par la déficience visuelle, que ce que ça nous amène vraiment comme autonomie, parce que l'autonomie n'a pas de prix, hein, pour moi. Martine, là, on a une question sur comment peut-on être aidé pour identifier le matériel adapté pour la malvoyance. Alors, comment on peut être aidé? Vous avez les opticiens spécialisés, vous avez l'association, vous avez des sites internet. Maintenant, dans nos comités, maintenant pratiquement beaucoup de comités ont du matériel en exposition. À Duroc, si vous êtes parisien, vous avez une boutique et là, vous prenez des rendez-vous, vous aurez le temps de choisir, de regarder, de faire des différences. Pour ceux qui ont envie d'avoir plus de renseignements, moi j'ai écrit 2 guides, j'ai rédigé 2 guides pour la VH. Un qui touche les aides techniques, comment choisir son aide technique, les aides techniques existantes à peu près. J'ai fait le tour. Et l'autre, comment vivre avec une démêlée, qu'on a travaillé avec l'association des Mélas, ils sont peut-être là aujourd'hui, je crois, et avec l'ARIBA d'ailleurs, pour avoir quelque chose, un outil de référence, et vous le trouvez sur le site de l'association. Il vient de changer, personnellement je ne l'ai pas trouvé hier, mais Valérie vous dira mieux que moi où le trouver. Si je puis me permettre d'intervenir, je pense que dans le choix d'une aide technique que l'on peut faire, ce qui vient d'être extrêmement important, ça va être de le faire suffisamment tôt. Généralement, les gens se considèrent, vous parliez tout à l'heure de la notion de deuil de la vision et d'être dans le... Alors moi, j'aime pas beaucoup le terme acceptation du handicap, dans la compréhension de ce qui nous arrive, hein. Et une fois qu'on a compris ce qui nous arrive, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre contact très très tôt avec des orthoptistes, même si vous êtes supérieur à 4/10, à partir du moment où on commence à ressentir une gêne, que ce soit par rapport au contraste pour la lecture, que ce soit pour l'éblouissement, à partir du moment où votre vie quotidienne est modifiée par une pathologie ophtalmologique, je pense surtout qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des professionnels de façon à mettre le plus tôt possible des aides, même si elles sont simples, en place. Et le fait de mettre très tôt une aide en place avec des coordinations oculomanuelles adaptées va faire que par la suite, vous serez beaucoup, beaucoup plus à l'aise avec tous les matériels adaptés. Je pense que généralement, les gens commencent à penser à des solutions de compensation un petit peu tardivement. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire inférieur à 4/10 avec la CIM-10. On a une nouvelle classification qui modifie cette notion d'acuité visuelle. Et je pense qu'il serait important d'élargir plutôt que j'ai un handicap parce que j'ai moins de temps et tant de dixièmes, de dire j'ai une gêne visuelle fonctionnelle très tôt. Je me pose la question, est-ce que je peux me faire aider? Est-ce que je vais très tôt voir une orthoptiste en libéral? Est-ce que je vais très tôt voir un opticien, une ergo, etc., etc. Je pense que la notion de réseau et la notion de prise en charge du handicap visuel beaucoup plus tôt qu'on ne le fait serait une aide précieuse pour que les gens se sentent à l'aise avec les aides optiques. Au niveau des livres adaptés et en braille, existe-t-il une offre pour le jeune public, Bruno? Alors, la réponse est oui, mais c'est vrai que c'est un développement assez récent, mais c'est un développement assez spectaculaire des dernières années. En fait, la médiathèque Valentin Huy est ouverte à toutes les personnes empêchées de lire, et donc pas seulement les personnes malvoyantes ou non-voyantes, mais également nous avons un jeune public avec des dyslexies. Dyslexie, Et de ce dyspraxie. fait, nous avons passé beaucoup de partenariats avec des écoles pour bien comprendre leurs besoins, le type d'ouvrage qu'ils souhaitaient. Et sur les 2 ou 3 dernières années, la progression de la médiathèque Valentin Huy en termes de lecteurs abonnés réguliers a été spectaculaire, en particulier à cause du jeune public. Mais je vous invite à aller sur le site, peut-être que Valérie, tu pourras le mettre sur le chat, pour aller voir le type d'ouvrage qui existe, ou tout simplement à appeler nos bibliothécaires qui seront absolument ravis de vous informer au téléphone. Existe-t-il des associations pour les malvoyants en Guadeloupe ou une antenne de l'AVH en Guadeloupe? À ma connaissance, non. Non.
Nous avons la Réunion et Oui, Nouméa, mais la Guadeloupe, ma non. connaissance, non. Mais en fait, la présence de l'association est souvent liée à la bonne volonté de bénévoles. Donc, s'il y a des personnes qui sont enthousiastes et qui sont prêtes à développer la présence de l'association en Guadeloupe, on sera évidemment prêt à les soutenir. Comment faire pour que les MDPH acceptent de compenser davantage la malvoyance? Ah. Des plaidoyers, Ouais. aller les rencontrer, expliquer, répéter. Euh, on ne se lasse pas. Là, la semaine prochaine, je suis à la commission qui décide des barèmes, etc. Bon, bah, je vais réclamer pour la énième fois la révision des barèmes qui concernent les déficiences visuelles et les situations de handicap visuel. On va demander qu'on lève un peu cette barrière des 60 ans qui ne nous permet plus d'avoir de prestations de compensation. On peut demander, mais il faut pas vraiment, c'est un investissement permanent. Je pense qu'il y a la limite d'âge des 60 ans par rapport à la MDPH et il faudrait aussi que l'on passe la nouvelle classification internationale des maladies, hein, la CIM 11, qui donc met des acuités visuelles supérieures à 4/10, a surtout la caractéristique de prendre en compte désormais la baisse d'acuité visuelle de près, à l'équivalent P6, P8. Et, Et oui. et normalement, il n'y a aucune raison pour qu'en France, on n'applique pas la CIM 11 qui tient compte de l'acuité visuelle de près et qui pourrait aider aussi par rapport à l'acceptation, par rapport à la prise en charge financière de certains matériels optiques pour lire. Je pense que c'est un argument en plus. Voilà. Et puis bon, là, on profite, je vais dire, c'est malhonnête ce que je vais dire, on profite de la politique du grand âge pour amener la malvoyance. Parce que la malvoyance, c'est une perte d'autonomie. Beaucoup vont quitter le domicile parce qu'ils ne sont plus autonomes à cause de leurs yeux. Et je dirais qu'on a presque une meilleure écoute chez les personnes âgées que chez les personnes malvoyantes. Quelle structure devons-nous contacter pour une réorientation professionnelle pour notre fils âgé de 19 ans atteint de la maladie de Leber, en sachant qu'il est en arrêt depuis le 2 mars et qu'il souhaite s'orienter vers éducateur spécialisé sportif pour malvoyants? Alors, la VH gère un centre de formation professionnelle qui est destiné aux jeunes ou aux moins jeunes en reconversion professionnelle parce que la malvoyance a pu leur arriver au cours de leur vie. Mais nous ne proposons pas ce type de formation. Par contre, on va noter le point et essayer de vous répondre parce qu'il est possible que d'autres structures la proposent en France. Il y a certains services SMR, de services de réadaptation éventuelle, si la malvoyance est récente, ou des SAMSA qui font des réorientations professionnelles. Et normalement, si tout se passe bien à l'Institut Saint-Louis, on devrait aussi avoir une consultation avec un médecin du travail de façon à aider toutes ces situations. Et là, je pense qu'il s'agit de centre de formation. Parce je pense qu'il faudrait surtout les personnes savoir l'orientation, voilà, ouais. Savoir où il pourrait se former. Comment ouais. Okay. Il me semble qu'à Lyon, il existe quelque chose. Hein, on va regarder, hein. On va vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bien sûr, c'est pas cool. Oui, c'était illustratif du fait que même nous avons du mal à connaître tout le dispositif qui existe en France. Tellement, alors, il y a des choses, mais extrêmement disparates, qui ne couvrent pas de la même manière tous les départements. C'est un véritable gruyère, le dispositif public et associatif en soutien aux déficients visuels. C'est la raison pour laquelle Madame Routon vous a parlé tout à l'heure de l'Institut Saint-Louis. On y crée un pôle d'accueil et d'orientation dont la vocation, oui, il est créé, oui, dont la vocation est justement d'orienter les personnes parce que elles peuvent venir au 15-20 en étant marseillaises ou bordelaises et quand elles repartent chez elles, elles ont besoin de connaître les structures les plus proches de leur domicile. Donc la vocation va être d'orienter au plan national. C'est un gros défi parce que c'est très émietté le dispositif français.
Alors, je voudrais juste, tant pis, c'est pas de l'AVH, mais je vais faire une pub pour une autre association que la vôtre, hein, pour la RADV, c'est même pas la RIBA, c'est même pas la mienne. Je vous rappelle que quand vous avez ce genre de questions, où vous avez besoin d'avoir une information, il existe un numéro vert de la base vision, 0800 013 010, qui est ouvert à tout le monde, les professionnels, les aidants, les familles. C'est uniquement une base de données qui essaye de vous répondre. Sans ça, on a des experts hein, pour répondre. Le but est de vous donner toutes les informations relatives sur ce qui existe. C'est-à-dire que géographiquement, vous habitez à tel ou tel endroit, j'ai telle ou telle problématique. Au bout du fil, vous allez avoir soit une assistante sociale, soit un informaticien qui va prendre contact, qui va pouvoir répondre à votre question. Le cas de ce jeune homme, par exemple, ça serait typique. Hein, et donc, 0800 013 010, ça n'est pas, voilà. C'est vraiment du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous savez tout. Alors, il y a une question sur Lyon pour savoir à qui s'adresser pour constituer des dossiers MDPH. Je pense, Bruno, que tu vas nous dire le comité AVH. Le comité AVH de Valentin Huy, qui est au cœur de Lyon, oui. Bien sûr, ils font ça. Peut-être on va prendre la dernière question. Pour la végiste aussi, je pense qu'à Lyon, il y en a. Hein, Oui, oui. Il y a un très gros service à Lyon, oui. Il y a un gros SMR à Lyon. Il y a il y a ASMR et puis oui, il y a non, il y a un très bon service à Lyon, ouais. Après, on va peut-être prendre la dernière question, Béatrice. Alors, sur le plan du handicap, quelle est la relation avec l'accident vasculaire cérébral? Ah, c'est aussi, alors, il faut savoir que les malvoyances d'origine cérébrale sont actuellement en pleine, on va dire, triste à dire, mais en augmentation sur le point de vue des pathologies sources de basse vision. Chez les enfants, c'est essentiellement des causes neurovisuelles avec la prématurité. Et effectivement, chez les adultes, un accident vasculaire cérébral va pouvoir retentir et entraîner une basse vision de deux manières. Soit ce que vous a décrit tout à l'heure, Christophe, en entraînant une amputation géométrique du champ visuel qui vous a montré hein, avec les... Vous avez manqué une moitié de champ à droite, une moitié de champ à gauche. Hein. Ça peut être la séquelle d'un accident vasculaire cérébral. Soit l'accident vasculaire est un peu plus loin sur les voies visuelles dans le cerveau et je peux avoir des troubles de l'interprétation de l'image, des troubles de la compréhension de l'image, des troubles de l'identification, des troubles de la situation spatiale qui sont compliqués à comprendre pour le patient, mais qui sont aussi séquelaires d'accidents vasculaires cérébraux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christophe, peut-être? Au moins pour encore 15 minutes. Oui, il peut y avoir également des troubles de la motilité oculaire qui font Tout à voir fait. double, Avec la ou qui diplopie. donnent, avec la diplopie, des nystagmus, enfin on a beaucoup de choses qui peuvent apparaître et qui sont cette fois-ci non plus de l'acuité visuelle et encore plus dures à faire comprendre par les MDPH parce que la vision apparaît bonne, le champ apparaît bon, mais il y a une diplopie et c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte puisqu'il demande une acuité œil par œil. Exactement. C'est tout le domaine de ce qu'on appelle le neurovisuel, hein, que commencent à connaître nos orthoptistes et qu'elles commencent à prendre en charge quand elles font pas de l'aide à la consultation. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à prendre en charge, mais on peut tenter de faire quelque chose. Oui. Et les troubles de la gestion du regard ne sont pas du tout étudiés de façon approfondie et donnent aussi des situations de handicap assez importantes. Exactement, oui. Tout à fait, Martine. Y a-t-il d'autres questions? Un compliment pour Béatrice. Eh bien, moi, je voudrais d'abord vous remercier de votre présence, de votre assiduité. Je voudrais, pour conclure cette session sur la malvoyance, vous dire que l'important, c'est surtout de ne pas rester isolé. Prenez contact avec les associations près de chez vous, prenez contact avec les professionnels de façon à mettre en place vos propres techniques de compensation du handicap, mais surtout, surtout, ne restez pas isolé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et réfléchissez bien à tout ce qu'on vient de raconter. Bonne soirée.